Bienvenue à The Language Year, Comprehensible Input for Learners. Cet épisode propose un débat entre deux points de vue opposés sur un sujet d'actualité en France. L'objectif est double, vous offrir une immersion authentique en français parlé et vous faire découvrir un débat de société qui anime la France et le monde francophone aujourd'hui. Ce contenu est purement éducatif, il ne constitue ni un avis médical, ni un avis juridique, ni une position officielle. Que vous appreniez le français ou que le sujet vous intéresse pour lui-même, installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors pour commencer notre discussion, j'aimerais qu'on imagine une scène. Vas-y, je t'écoute. Imaginez une cour de récréation totalement silencieuse. Aucun cri, aucun jeu de ballon, juste 200 têtes baissées, le visage un peu blême éclairé par la lumière bleue des écrans. C'est une image assez glaçante, c'est vrai. Mais c'était devenu la norme absolue dans nos établissements scolaires, tu vois. Heureusement, depuis la rentrée 2025, la France vit un tournant vraiment décisif. L'État a généralisé ce qu'on appelle la pause numérique. Exactement. Concrètement, les smartphones finissent dans des casiers. C'est ça, ils sont désormais totalement bannis de la journée des élèves au collège. Et la réflexion politique va aujourd'hui bien plus loin. Il y a un bras de fer très intense qui oppose actuellement l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui, sur cette fameuse question de la majorité numérique à 15 ans. Voilà, l'Assemblée milite pour une barrière stricte, tandis que le Sénat freine et soulève des questions de faisabilité technique. Du coup, la question centrale qui nous occupe aujourd'hui est assez vertigineuse. Face à l'économie de l'attention, l'État doit-il purement et simplement interdire les smartphones et les réseaux sociaux aux adolescents ? C'est vraiment le cœur du problème, oui. Et pour ma part, je défends une ligne très claire. Je suis intimement convaincue qu'une régulation stricte et des interdictions fermes sont aujourd'hui vitales. Il faut protéger le cerveau de nos jeunes contre une industrie qui est, au fond, profondément prédatrice. Écoute, j'aborde ce problème sous un angle totalement différent. Je suis très sceptique face à ces logiques de prohibition totale. Ah bon ? Ouais. Ces barrières par l'âge, ça ressemble à un bouclier magique, mais c'est une illusion. Mon approche privilégie plutôt la régulation des algorithmes même, à la source, couplée à une véritable éducation au numérique. Donc tu laisses l'accès ouvert, quoi. Pas sans garde-fou. Mais pour moi, c'est la seule voie réaliste pour protéger à la fois notre jeunesse et nos libertés individuelles, sans tomber dans le piège de mesures qui sont très symboliques, mais techniquement désastreuses. Bon, pour comprendre pourquoi je considère cette interdiction comme une urgence absolue de santé publique, il faut vraiment regarder ce qui se passe concrètement, de l'écran jusqu'au cerveau de l'enfant. Ceux qui nous écoutent se disent sûrement « mon enfant utilise simplement son téléphone pour s'organiser ou lire ou discuter innocemment avec ses amis ». C'est l'usage de base, en théorie. Exactement. Mais c'est précisément là que se trouve le piège, car l'outil n'a absolument rien de neutre. Les applications sont conçues selon les règles très strictes de ce qu'on appelle la captologie. Ouais, la fameuse science de la captation de l'attention. Voilà. On ne parle plus du tout de simple divertissement, là. Ouais. Les ingénieurs déploient des mécanismes neurologiques d'une précision redoutable. Prends juste le principe du défilement infini. Le fait de scroller sans fin. Oui, ou même l'attente d'un chargement de page avec la petite roue qui tourne. C'est ni plus ni moins le mécanisme de la récompense aléatoire. C'est exactement comme les machines à sous dans un casino, tu vois. C'est vrai que la mécanique est similaire. L'adolescent rafraîchit son écran et son cerveau libère un pic de dopamine dans l'espoir de voir une nouvelle notification, un nouveau like ou une vidéo choquante. Et le problème fondamental, sur le plan purement biologique, c'est que le cortex préfrontal d'un jeune de 13 ans n'est pas terminé. Oui, la zone qui gère la raison et le contrôle. Exactement. Cette zone qui inhibe les pulsions est en plein chantier. Donc demander à un collégien de résister à cela par la simple volonté, c'est physiquement impossible. Comme l'a rappelé le président de la République récemment, le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre. Écoute, je te rejoins parfaitement sur le diagnostic clinique. La mécanique de la dopamine, cette économie de l'attention qui monétise le temps de cerveau disponible, c'est une réalité indiscutable. Bon, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Mais laisse-moi t'arrêter sur tes conclusions. Ce n'est pas parce qu'un produit est conçu pour être addictif qu'une interdiction légale de l'accès va résoudre le problème par magie. Pourquoi pas ? La loi sert à protéger, non ? En théorie, oui. L'intention de la majorité numérique à 15 ans est très noble en apparence. Mais regardons les faits et la réalité technique, quoi. Prends l'Australie, par exemple. Oui, ils ont voté des lois très strictes. Ils ont servi de laboratoire mondial, en effet, en votant une interdiction d'accès au moins de 16 ans. Et devine ce qui s'est passé le lendemain de l'application de la loi. Les jeunes ont certainement cherché des parades, c'est normal. Ils ont fait bien plus que chercher.
Ils ont contourné le système instantanément. Les adolescents australiens ont téléchargé massivement des VPN. Ah, les réseaux privés virtuels. C'est ça. Ce sont des petits logiciels qui permettent de masquer la localisation géographique de l'utilisateur. Du coup, un jeune dans sa chambre à Sydney faisait croire au réseau social qu'il se connectait depuis Paris ou Tokyo. Oui, d'accord, mais c'est une minorité qui sait faire ça. Détrompe-toi, c'est devenu la norme dans les cours de récréation. Les régulateurs ont dû admettre leur impuissance face à une génération qui maîtrise ces outils bien mieux que les législateurs eux-mêmes. La loi a simplement poussé l'usage dans la clandestinité. Je comprends le problème technique. Et ce n'est pas tout. Au-delà de cette inefficacité chronique, il y a un danger collatéral invisible et vraiment colossal. C'est la question de la vérification de l'âge. Attends, tu parles de danger colossal, c'est un peu fort. L'idée est simplement de demander une preuve d'identité à l'inscription pour séparer les adultes des enfants. En quoi est-ce un péril si énorme? Comprends bien le mécanisme technique qui se cache derrière cette exigence, tu vois. Pour bloquer efficacement un jeune de 14 ans, tu dois obligatoirement vérifier l'âge de tous les internautes. Oui, pour prouver qu'on a plus de 15 ans. Voilà. Y compris toi, y compris moi, y compris chaque citoyen adulte du pays. Comment tu fais ça, techniquement? Soit tu obliges les gens à envoyer une copie de leur carte d'identité à des plateformes étrangères, soit tu utilises des systèmes de reconnaissance faciale ou biométriques. Mais enfin, certains sénateurs proposent pourtant des systèmes avec un tiers de confiance étatique pour anonymiser la démarche, non? Un système français est sécurisé. Même avec un tiers de confiance, tu es obligé de créer des bases de données absolument monumentales. Tu associes, de fait, l'identité réelle, légale et vérifiée d'un individu à ses habitudes de navigation intimes sur Internet. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de données. En cybersécurité, c'est ce qu'on appelle un pot de miel. C'est la cible absolue pour les pirates informatiques ou les services de renseignement étrangers. On a déjà vu des hôpitaux et des ministères se faire pirater, exposant les données de santé de millions de Français. C'est un risque, oui. Donc, la vérification d'identité généralisée met en péril l'anonymat en ligne et la sécurité de l'ensemble de la population. Et tout ça pourquoi? Pour une barrière que les adolescents franchiront de toute façon avec un logiciel gratuit. Je saisis ton inquiétude sur la vie privée, c'est un argument très valide, mais je vais être un peu provocatrice. Est-ce que le droit théorique à l'anonymat d'un adulte vaut vraiment plus que la santé mentale de millions de collégiens en ce moment même? Ce n'est pas une question de comparer les deux, ce sont des droits fondamentaux. Peut-être, mais tu soulignes le contournement à domicile avec les VPN. Alors parlons de l'impact mesurable là où on a pu imposer une frontière physique stricte. Reparlons de la pause numérique à l'école. D'accord, parlons-en. Les chercheurs ont mis en évidence un phénomène assez fascinant. La simple présence d'un smartphone sur le bureau d'un élève, même éteint, même face contre table, ça réduit de manière mesurable sa capacité cognitive. Parce que le cerveau reste en état d'alerte, c'est ça, dans l'attente inconsciente d'un signal. Exactement. L'enfant dépense de l'énergie mentale uniquement pour inhiber son envie irrésistible de saisir l'appareil. C'est une fuite d'attention permanente. C'est un vrai problème pour la concentration en classe. Et regarde les résultats. Au Québec, où des interdictions strictes dans les écoles ont été appliquées récemment, ou dans nos propres collèges français, où les téléphones finissent désormais dans des casiers étanches jusqu'à la fin de la journée, les retours sont plutôt bons, oui. Les témoignages des professeurs sont unanimes. Le climat scolaire est métamorphosé, le niveau sonore a baissé, les élèves se remettent à se parler dans les couloirs, le cyberharcèlement en journée s'est complètement effondré. L'interdiction physique crée un sanctuaire qui est indispensable, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord sur les bienfaits d'un sanctuaire scolaire. L'école, c'est un lieu clos avec un règlement intérieur, c'est normal d'y imposer des règles. Mais étendre cette logique à la vie privée via une majorité numérique globale, c'est une toute autre affaire. Pourtant, la porosité est totale entre l'école et la maison. L'école subit directement les conséquences de l'usage nocturne, tu vois? Tu parles de la fatigue des élèves? Oui, les médecins alertent massivement sur la détérioration du sommeil. La lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, tu sais, l'hormone du sommeil, et les notifications nocturnes fragmentent les cycles de repos. C'est vrai que beaucoup dorment avec le téléphone sous l'oreiller. C'est un désastre. Le manque de sommeil exacerbe des comportements qui miment les troubles déficitaires de l'attention. Les spécialistes craignent vraiment une surmédicalisation massive de nos enfants. C'est-à-dire? On va diagnostiquer et prescrire des médicaments puissants à des milliers de collégiens pour pallier un symptôme purement environnemental qui est créé de toutes pièces par des multinationales. C'est un argument fort, cette comparaison médicale. Mais as-tu vraiment pris le temps d'analyser la question de la causalité?
Comment ça, la causalité? C'est le point de friction central dans la communauté scientifique. Tu pars du postulat que les réseaux sociaux rendent les jeunes dépressifs, anxieux et insomniaques. Parce que les chiffres montent en flèche depuis l'arrivée des smartphones. Oui, mais la corrélation n'est pas la causalité. De nombreuses données suggèrent que le lien fonctionne très souvent dans l'autre sens. Ce sont les jeunes qui souffrent déjà de vulnérabilité, d'isolement social profond, de problèmes familiaux ou de phobies scolaires qui se réfugient massivement derrière leurs écrans. Donc tu veux dire que la consommation frénétique, ce serait un symptôme du mal-être et non sa cause directe? Précisément. Interdire les réseaux sociaux pour soigner la détresse adolescente, c'est un peu comme placer un seau sous une toiture percée au lieu de réparer le trou. Ah, l'image est parlante. Ça masque le désordre, ça donne aux adultes la satisfaction illusoire d'avoir agi avec une loi forte, mais les dégâts structurés continuent de pourrir la maison en silence, quoi. Les causes profondes de l'anxiété de cette génération, comme la pression scolaire, l'éco-anxiété ou les difficultés économiques, elles restent intactes. Je vois où tu veux en venir. Et puis, réfléchis à l'aspect purement social. Pour un jeune marginalisé, par exemple un adolescent homosexuel dans une zone très rurale ou un jeune ayant des centres d'intérêt très atypiques, Internet c'est très souvent le seul espace où il trouve une communauté bienveillante et des figures d'identification. C'est vrai que ça crée du lien pour certains. Si tu coupes cet accès par une loi brutale, tu vas isoler encore plus ceux qui sont déjà les plus fragiles de notre société. L'analogie de la toiture percée est très intéressante. Mais elle oublie une chose fondamentale. Dans notre cas, l'eau qui s'infiltre est hautement corrosive, tu vois? Corrosive. Oui. L'outil aggrave activement les fissures. Même si l'anxiété a des racines extérieures, les algorithmes de recommandation amplifient le désespoir. Ils proposent du contenu toujours plus sombre ou exacerbent la comparaison sociale permanente avec des vies parfaites. C'est le problème de l'algorithme, oui. Mais poussons ton raisonnement à son terme. Si on refuse la contrainte légale d'une majorité numérique, sous prétexte d'inefficacité ou de contournement, on fait quoi concrètement? On laisse le choix exclusif aux parents? La responsabilisation familiale et l'éducation restent pour moi les piliers les plus solides face à ce défi. Mais c'est une position idéaliste. Enfin, ça masque une fracture numérique d'une violence inouïe. Une fracture éducative, tu veux dire? Oui. Si l'État ne fixe pas une norme claire par la loi, on crée une immense injustice sociale. Demande-toi quels sont les enfants qui seront réellement protégés des excès d'Internet. Ceux dont les parents sont les plus présents. Ce seront les enfants des parents les plus aisés, très diplômés, qui ont le capital culturel pour comprendre comment marchent les algorithmes, ceux qui ont le temps de configurer des contrôles parentaux stricts et les moyens financiers de payer des cours de tennis ou de piano pour occuper le temps libre. On sait d'ailleurs que les cadres de la Silicon Valley, ils interdisent massivement les écrans à leurs propres enfants. Absolument. Et c'est d'un cynisme effroyable. Ils fabriquent le produit et refusent de le donner à leurs enfants. Et pendant ce temps, dans les familles monoparentales ou moins favorisées, où le parent rentre épuisé après des horaires décalés, le téléphone fait office de nounou numérique. C'est une réalité sociale indéniable. Ces parents n'ont ni le temps ni la disponibilité mentale pour mener ce combat éducatif tous les soirs. Leurs enfants seront laissés totalement sans défense face aux algorithmes. C'est précisément là que l'Assemblée nationale a raison. En légiférant à leur place. En fixant une interdiction totale sous 15 ans, l'État assume son rôle naturel de protecteur des plus vulnérables. Prends l'interdiction de vente d'alcool ou de tabac aux mineurs. C'est différent, ce sont des substances physiques. Mais le principe est le même. Bien sûr qu'il y a des contournements. Bien sûr que des adolescents trouvent le moyen de fumer ou de boire en cachette. Mais la loi fixe une norme sociale incontournable. Elle signale de manière institutionnelle que ce produit est néfaste pour la santé publique. Alors, la comparaison avec le tabac trouve très vite ses limites conceptuelles à mon sens. Le tabac n'apporte aucune information, aucun lien social, aucune compétence technique indispensable pour survivre dans le marché du travail contemporain. C'est vrai, l'outil numérique est utile, je ne le nie pas. Le numérique, c'est l'infrastructure même de notre époque. Exclure un individu de cet espace jusqu'à 15 ans, c'est aussi le priver d'un outil d'apprentissage majeur. Mais laisse-moi te proposer une troisième voie. Je t'écoute. Face à l'impasse d'une interdiction absolue que tu défends, et face au danger évident du laisser-faire total que je rejette aussi, il existe une solution technique beaucoup plus puissante. Laquelle ? Plutôt que de cibler l'utilisateur final et d'imposer des contrôles d'identité liberticides, il faut cibler le moteur du système, c'est-à-dire l'algorithme. C'est-à-dire ? Tu veux obliger les plateformes à fournir des versions allégées de leurs applications ? Mieux que ça. Obliger légalement les plateformes à modifier l'architecture même de leurs produits. On appelle cela la régulation par conséction. D'accord, mais comment ça marche en pratique ? Expliquons de manière très simple comment ces multinationales gagnent leurs milliards.
Leur modèle économique repose exclusivement sur le maintien de l'attention. Plus tu restes longtemps sur l'écran, plus tu visionnes de publicités ciblées et plus la valeur de l'entreprise augmente en bourse. Ça, c'est le modèle classique. Et comment s'assure-t-il que tu restes captivé ? En utilisant des fils d'actualité gérés par intelligence artificielle. Ces fils te poussent du contenu toujours plus extrême ou émotionnel et déclenchent la lecture automatique des vidéos suivantes sans te laisser le moindre temps de réflexion. Donc tu proposes que le législateur interdise ces mécanismes spécifiques ? Oui, exactement. On modifie les règles du jeu à la source. On impose que par défaut, tous les comptes disposent d'un fil d'actualité strictement chronologique. Ah, ça changerait beaucoup de choses. Tu ouvres l'application, tu vois les publications de tes vrais amis, dans l'ordre où elles ont été publiées. Une fois que tu as vu les 10 photos de la journée, il n'y a plus rien à voir. Pas de suggestions infinies, pas de recommandations piégées. Et pour les vidéos, on interdit également la lecture automatique des vidéos et on supprime l'affichage des compteurs de likes pour les mineurs, pour enlever la pression sociale. Si tu fais cela, tu détruis la machine à dopamine de l'intérieur. C'est une approche intéressante. Tu casses la dimension addictive sans avoir besoin de confisquer l'appareil, sans avoir besoin de scanner le visage des citoyens pour vérifier leur âge, et surtout sans priver l'adolescent de l'aspect positif du réseau, c'est-à-dire la simple connexion avec ses pairs. C'est d'ailleurs l'approche privilégiée par les régulateurs les plus pointus en Europe et même dans certains États américains. Et je t'accorde que cette approche architecturale est séduisante, vraiment. Mais dans la réalité brutale des rapports de force, on n'apprend pas à un enfant de 12 ans à jouer avec modération au casino, simplement en obligeant le gérant à baisser le volume de la musique ou à ralentir un peu les roulettes, quoi. C'est plus qu'une question de volume de musique, c'est changer les règles du casino. Peut-être, mais l'asymétrie des forces en présence est délirante. Tu as d'un côté un collégien et ses parents isolés, et de l'autre des armées d'ingénieurs parmi les plus brillants de la planète qui sont adossés à des budgets illimités. Sauf que si la loi européenne ou française leur impose ce changement d'architecture, ils devront s'y plier. La menace de sanctions financières massives calculées sur leur chiffre d'affaires global, ça les y contraindra. Ils trouveront toujours une autre faille cognitive à exploiter, tu le sais très bien. C'est la définition même du jeu du chat et de la souris. Il faut que la loi s'adapte aussi vite que... Tu parles d'éducation numérique, et c'est un très beau concept intellectuel, mais concrètement, faire des cours de sensibilisation à un élève de 5e sur les dangers des algorithmes, ça ne sert absolument à rien à 22 heures quand son corps réclame sa dose chimique d'écran. C'est pour ça que la régulation de l'algorithme doit être automatique. C'est pour cela que je maintiens avec force que l'âge est la seule frontière claire et applicable. L'âge de 15 ans n'est pas choisi au hasard. C'est le début d'une maturité cognitive plus affirmée, c'est l'âge où l'esprit critique commence enfin à pouvoir tenir tête aux biais cognitifs. 15 ans, c'est tard pour découvrir ce monde. Avant cet âge, le principe de précaution absolue doit primer. On doit simplement séparer physiquement l'enfant de la substance toxique. Et la généralisation réussie de la pause numérique dans nos collèges démontre que l'État a la capacité d'imposer des limites fermes quand il en a le courage politique. Mais le risque majeur de cette séparation stricte par la loi, c'est ce que les sociologues appellent le choc de l'exposition soudaine. Le choc de l'exposition soudaine. Si tu mets un enfant sous cloche, totalement déconnecté, jusqu'au matin de son 15e anniversaire, le jour où la barrière légale saute enfin, il se retrouve projeté d'un seul coup dans l'océan complexe et parfois violent d'Internet, sans aucun anticorps. Il aura la maturité pour gérer. Pas forcément. Il n'aura jamais appris à réguler sa propre frustration, il n'aura jamais expérimenté la gestion autonome de son temps d'écran, tout simplement parce qu'on l'aura toujours fait à sa place, par la contrainte institutionnelle. C'est une façon de voir les choses. L'infantilisation ne résout pas le problème. Elle ne fait que le repousser à un âge où les parents auront encore moins de prise sur lui. Je crois très profondément que les jeunes ont besoin d'apprendre à nager dans un bassin dont l'État aura réduit la dangerosité en bridant les algorithmes, plutôt que d'être maintenus de force dans le vestiaire pendant toute leur enfance, tu vois. C'est une métaphore filée qui illustre parfaitement l'immensité du défi politique qui nous attend. Si je prends un peu de recul sur nos échanges d'aujourd'hui, il me semble évident que nous partageons au moins un constat incontournable. Oui, sur la gravité de la situation. Nous convenons tous les deux que le modèle actuel des géants technologiques, entièrement axé sur l'extraction agressive du temps d'attention, est fondamentalement incompatible avec le développement sain de la jeunesse. L'inaction politique n'est absolument plus une option justifiable aujourd'hui. Complètement. Le statu quo est une catastrophe sanitaire et sociale en devenir. Notre désaccord réside vraiment sur le levier d'action.
Tu crois en la nécessité d'une frontière nette et protectrice, basée sur l'âge légal, en assumant les mesures d'interdiction radicales qui en découlent, quitte à affronter les énormes défis techniques de la vérification. Voilà. Et de ton côté, tu alertes sur les illusions dangereuses de la prohibition, en soulignant les risques immenses pour la vie privée de tous les citoyens, et tu plaides plutôt pour un désarmement direct de l'outil technique à la source. C'est un équilibre extraordinairement délicat à trouver en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment protéger efficacement des esprits en pleine construction, tout en préservant le socle de nos libertés individuelles dans ce nouvel espace public numérique ? Une chose est certaine, le bras de fer institutionnel entre l'Assemblée nationale et le Sénat français est encore loin de livrer son épilogue. Le chemin vers une régulation juste et efficace sera encore long. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur The Language Year.